En tant qu'officier de marine, ma carrière a été jalonnée de situations d'urgence, où la prise de décision s'effectue sous contrainte. Et cette prise de décision et ses conséquences, à l'instar de responsables dans le monde civil, dépassent largement ma propre personne, mais concernent l'ensemble des membres de l'équipage. Ce poids des responsabilités qui peut mener jusqu'au sacrifice ultime de sa vie, consubstantiel de mon état de militaire, peut parfois paraître vertigineux. Et je ne vous cache pas les doutes et les questionnements qui m'habitent encore aujourd'hui dans cet uniforme qui ne saurait totalement protéger l'homme. Et si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est grâce aux marins, hommes et femmes, avec qui j'ai eu l'honneur de servir, animés d'un esprit d'équipage hors du commun, qui permet au chef de se transcender dans les moments où il doit prendre une décision sur un fil. Et dans ces moments, chaque marin compte, quel que soit son âge, son ancienneté. Le chef n'est pas seul. Il n'est jamais seul. Je vais ainsi vous parler de la force du collectif, au travers de deux histoires en immersion, dans les airs et sur la mer. Larguons les amarres. Il y a 13 ans et quelques mois, un événement a changé le cours de ma carrière et de ma vie. En cette matinée d'hiver, je suis aux commandes d'un Atlantique 2 de la Marine nationale. Et oui, il y a des pilotes dans la marine, on les appelle les marins du ciel. Je vole alors à 5000 mètres d'altitude au-dessus d'un pays africain dans le cadre d'une opération militaire. L'ATL-2 est un avion de patrouille maritime spécialisé dans la lutte anti-sous-marine, mais dont la polyvalence et les capteurs de renseignement le rendent très efficace au-dessus de la Terre. Ce jour-ci, ma mission est de détecter des groupes armés terroristes et de reporter leur position à mon état-major. Je suis à la tête d'un équipage de 15 marins de différentes spécialités, pilotes, mécaniciens, radaristes, navigateurs, interprètes. Cela fait 3 heures que nous sommes en vol, la patrouille a débuté depuis 1 heure, et nous en sommes déjà à la 3e tournée de café dans le cockpit, ô combien indispensable dans ce genre de mission qui peuvent aller jusqu'à 12 à 15 heures de vol simultané. Le copilote est aux commandes, il est en place gauche. Je suis en place droite et oriente la mission et les capteurs en tant que chef de mission. Quand tout à coup, l'opérateur au poste d'observation sur tribord annonce d'une voix étrangement calme et posée « Sam, Sam, Sam ». Dans notre jargon, cela veut dire qu'un départ de missile antiaérien a été observé au sol, caractérisé par un large panache de fumée blanche, le booster du missile. Ce jeune opérateur qui vient d'annoncer cela n'a que 2 mois de marine. C'est sa première mission opérationnelle. Il est certain qu'il n'a jamais vu une telle fumée. De ma place, je ne vois rien. Puis le jeune opérateur reprend, d'une voix toujours aussi calme, presque cristalline. Ça monte. Ça monte. Au revoir. Dans une fraction de seconde, qui m'a paru une éternité, je regarde fixement le pilote et le mécanicien, puis initie une manœuvre d'urgence. L'avion de 42 tonnes se cabre, effectue un virage 3/4 d'eau. Je largue des leurres infrarouges, un halo lumineux dans mon champ visuel. C'est le chaos en tranche tactique. Je remets les ailes à plat. Tout redevient calme. Un silence pesant. Et je suis ici pour vous en parler. Ce jour-là, ce n'est pas le chef, ce n'est pas moi
qui ait sauvé la vie de mon équipage. C'est ce jeune marin de 22 ans qui, par son sang-froid, son courage, a su donner la bonne information au bon moment. Mais alors pourquoi lui ai-je fait confiance à ce jeune opérateur dont c'est la première mission opérationnelle? Pourquoi ai-je initié une telle manœuvre d'urgence, qui en soi peut être également dangereuse s'il n'y a pas un missile? Est-ce par pur instinct de survie, très égoïste? Oui, probablement un peu. Mais il s'agit surtout de mon mode de commandement singulier, qui consiste à donner sa confiance tacitement à chaque marin, quel que soit son âge, quelle que soit son ancienneté, quelle que soit son expérience. Il a sa place. Il a sa place au sein de l'équipe, au sein du collectif. Cette confiance, qu'aucun qualifierait d'aveugle, oblige en retour le subordonné, le collaborateur, à donner son maximum. Et ça a été le cas dans cet événement. Et cet événement aussi extraordinaire n'a fait que confirmer ma conviction que cette confiance tacite est vertueuse pour le collectif. Le reste de l'histoire est dans l'intimité d'un équipage ayant vécu un moment d'une intensité incroyable qui nous a soudés pour la vie et qui m'a fait définitivement prendre conscience de la singularité de l'état militaire, du rapport à la mort et de la responsabilité inouïe du chef militaire vis-à-vis de son équipage qui, en retour, peut compter sur chacun des membres de son équipage quand il se retrouve sur un fil. C'est ça, la force de l'équipage. C'est ça, la force du collectif. « 2019, quelque part en mer Égée. Je suis alors le commandant de la frégate furtive Guéprat, en route vers le détroit des Dardanelles, situé entre la Turquie et la Grèce, en vue d'effectuer une mission opérationnelle en mer Noire. En cette matinée d'hiver, la mer est déchaînée. Les creux font plus de 5 mètres, le vent souffle à plus de 80 km/h, la surface de l'eau est blanchie par les embruns, et les visages sont pâles, en passerelle et dans le reste du bord. Et pourtant, nous devons continuer notre route pour respecter le créneau très étroit de passage de ce détroit si stratégique. L'officier chef de quart, concentré, responsable de la sécurité et de la navigation, en qui j'ai entièrement confiance, donne des ordres précis aux barreurs pour épauler la houle dans la grosse mer. Confortablement assis dans le fauteuil du commandant, je suis fier de mon équipe passerelle, fier de mon équipage, dans un moment aussi sensible de sécurité de la navigation. Et j'apprécie tout particulièrement ces moments que seuls les marins connaissent, la plénitude et la liberté de la navigation en haute mer. Je vois alors apparaître le médecin, spécialement embarqué pour la mission. Il souhaite me parler en privé. Ce n'est jamais très bon signe. Je décide alors de quitter la passerelle, de rejoindre mon bureau un pont plus bas, accompagné du médecin, communément appelé sur les bateaux de la marine, le doc. Porte fermée, le visage grave, il m'annonce avoir reçu un jeune marin en consultation présentant des bleus étranges sur les membres inférieurs. Jeune médecin, il vient d'être diplômé, c'est sa première mission opérationnelle. Il n'a jamais rien vu de tel durant ses études, mais une intuition le taraude depuis quelques heures, et c'est potentiellement grave. Sans possibilité de joindre ses confrères en raison d'une panne satellitaire, et tiraillé par le secret médical, je l'enjoins néanmoins à me livrer son intuition. Il me dit alors que c'est potentiellement une leucémie foudroyante, mais qu'il n'en est pas sûr. Je lui demande alors quelles seraient les démarches à suivre si tel était le cas. Il me dit que c'est très grave, que cela nécessite une prise en charge rapide, au risque de mourir. Je déploie alors une carte sur mon bureau et recherche le port de déroutement le plus proche. Il s'agit d'Athènes, en Grèce, situé à plus de 20 heures de navigation de notre position.
Un tel déroutement serait lourd de conséquences et compromettrait notre passage du détroit et in fine notre mission opérationnelle. Mais dès lors, que faire? En face de moi, ce jeune médecin qui me fait une forte impression depuis le début de la mission, malgré son jeune âge, qui me répète qu'il aurait souhaité avoir l'avis d'un spécialiste avant de me proposer et de me conseiller un déroutement aussi lourd de conséquences d'un point de vue opérationnel. Je lui demande alors, mais quelle est ton intime conviction? Il me dit dans le doute, commandant, il faut se dérouter. S'ensuit alors une phase de réflexion que j'estime à 1 heure. Je décide d'aller voir ce jeune matelot qui m'apparaît en bonne forme et qui me dit qu'il a hâte de reprendre son poste de quart et de débuter sa première mission opérationnelle à l'étranger, avec une flamme dans les yeux. Quelle étrange sensation qui contraste avec le diagnostic potentiellement très grave du doc. Je consulte également mon commandant en second. C'est le numéro 2 du bateau, c'est mon confident, c'est celui à qui je livre mes doutes, et il me confirme qu'en cas de déroutement, notre mission serait compromise. Je reprends mes esprits, remonte en passerelle, la mer n'a pas changé, elle est toujours aussi déchaînée, mon équipe est concentrée, ce sont des professionnels, et nous avons déjà gagné de précieuses heures vers le détroit des Dardanelles. Après un temps de réflexion, je redescends dans mon bureau, convoque le doc, qui m'apparaît encore plus indécis que la première fois, sans pour autant écarter son diagnostic. Je lui fais part de ma décision. Nous allons nous dérouter à Athènes, immédiatement. Je remonte en passerelle, prends le micro sur le réseau du bord et annonce à l'équipage cette nouvelle. Sans en dire davantage, évidemment. Le déroutement était sportif, en raison de l'état de mer et de l'allure élevée que j'ai ordonnée. J'ai en parallèle appelé les parents de ce jeune matelot, en essayant de ne pas les alarmer, mais en leur donnant des informations sur l'état de santé de leur fils et sur le fait qu'il allait être pris en charge à l'arrivée à Athènes. Nous arrivons à Athènes dans la nuit, il est pris en charge par l'hôpital d'Athènes et le diagnostic tombe. Il s'agit bien d'une leucémie foudroyante, il n'avait plus que quelques heures à vivre. Il sera rapatrié à Paris, il s'en est très bien sorti, je suis encore en contact avec lui et sa famille, car nous sommes liés par ce lien, non pas seulement le commandant, mais également son équipage. Fin de la mer Noire, nous avons été reroutés en Méditerranée orientale pour reprendre le cours de notre mission, avec ce sentiment de fierté d'avoir sauvé la vie d'un des membres de l'équipage. Ce jeune médecin, au courage et au professionnalisme hors du commun, m'a profondément marqué, parce qu'il a su me convaincre au bon moment pour prendre la bonne décision sur un fil. Le chef n'est jamais seul. Sur cette scène devant vous, je me suis senti comme sur un fil, sur une ligne de crête, loin de mon univers habituel dans les airs ou sur mer. À tout moment, l'orateur sans texte peut échoir, gagné par le stress ou la peur du vide. Mais ce soir, tel mon équipage, vous m'avez porté, comme le jeune opérateur sur ATL2 ou le doc en mer Égée. Et ces deux personnes que j'ai mises en lumière avaient en commun d'être jeunes et peu expérimentés. Et pourtant, ils ont su me convaincre, forte de la confiance et de la reconnaissance accordée, mais aussi et surtout de leurs propres ressources, de leur courage, de leur motivation, de leur engagement pour un bien commun. Alors certes, ce bien commun est facilement identifiable dans le domaine militaire, j'en conviens. Mais en extrapolant au monde civil, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, saura trouver son propre cercle de confiance, qu'il pourra développer, son propre périmètre d'autonomie dans lequel il pourra s'épanouir et se sentir utile grâce à sa motivation et son engagement. Et pour cela, soyez conscient de vos qualités, de votre influence,
de votre rôle essentiel au sein du collectif et de la société, qui a plus que jamais besoin de l'ensemble des forces vives de la nation sur le fil tourmenté de l'histoire. Vous n'êtes pas seul. Merci.